Good morning. I'm very happy to be here in Lebanon again because a couple of years ago I was here as Foreign Affairs Minister of Spain, and I had also the honor to be received by the President of the Republic. But this is my first visit to Lebanon as European Union High Representative. It's going to translate? Okay. Lebanon is a neighbor and a close and long-standing partner of the European Union. And we are very concerned by the current economic and political crisis that Lebanon is facing. And I am here today to express, on behalf of the European Union, our solidarity and support to the Lebanese people, but also our concern to their political authorities. We at the European Union, we are ready to do our part to provide continued support to Lebanon and to its people. In 2020, last year, we provided 333 million euros in assistance to Lebanon. It means almost 1 million euros every day. And together with the United Nations, we have established a framework to help the Lebanese people directly to the people. We have several other instruments at our disposal to help the Lebanese government, and we are willing to mobilize them as soon as we see tangible progress on the necessary reforms. We cannot provide this help without progress on the reform process. Reforms that the country needs to undertake to overcome the current crisis. So let me be clear, we have the resources and the willingness to help more. But in order to help more, we need the process of reforms to continue, to accelerate, and to be able to overcome the current situation. Let me put an example. As soon as the International Monetary Fund program will be in place, we will be able to look at the concessional lending and guarantees, provide trade measures, and macro financial assistance program. This will mean an important amount of money and measures that will help to boost the Lebanese economy. But I also want to pass a message of firmness to all Lebanese political leaders. A message on behalf of the European Union and also of the member states. The crisis Lebanon is facing, it's a domestic crisis. It's a self-imposed crisis. It's not a crisis coming from abroad or from external factors. It's a homemade crisis. It's a crisis done by yourselves. And the consequences for the population are very much dire. 40% unemployment rate and more than half of the population living in poverty. These are dramatic figures. And the Lebanese leadership must take its responsibility and adopt the necessary measures without more delay. A government must be formed and key reforms implemented immediately. We cannot understand that 9 months after the designation of our Prime Minister, there is still no government in Lebanon. Only an urgent agreement with the International Monetary Fund will rescue the country from a financial collapse. In order to avoid the financial collapse of the country, Lebanon needs an agreement with the International Monetary Fund. And there is no time to waste.
there is no time to waste. You are at the edge of the financial collapse. I've just had, one moment ago, a frank exchange with His Excellency, the President Aoun, on these matters, and I will continue my discussion with other members of the Lebanese leadership, notably with Prime Minister-designate Hariri, with the caretaker Prime Minister Tayyab, and when the Speaker of the House, Berry. Let me insist that we stand ready to assist, that we are ready to exist if this is what they want. But there is further, if there is further obstruction to solutions to the current multidimensional crisis in the country, we will have to consider other courses of action, as some member states has proposed. The Council of the European Union has been including other options, including targeted sanctions. Of course, we prefer not to go down this road, and we hope that we will not have to do, but it is in the hands of the Lebanese leadership. I also want to say a few words on the refugees in Lebanon ahead of the World Refugee Day. Today is the World Refugee Day. Tomorrow we are going to talk about refugees, and I have to praise the Lebanese authorities for the strong support that the Lebanese people has provided to the refugees. Ahead of the World Refugee Day and tomorrow, we have to praise this effort, and we are very much aware of the burden the refugee population has placed on Lebanon, notably those that came from the neighboring Syria. Lebanon has been a place of refuge for people fleeing a savage conflict for the sake of humanity. From the beginning, the European Union has provided substantive support to both the refugees and the hosting communities, and we are ready to do more. We are ready to support more. Lebanon, Jordania, Turkey, the countries that are receiving and taking care of these refugees. And also, on that issue, on that matter, we trust that the Lebanese authorities will continue to respect the principle of non-refoulement. We will continue providing support for refugees and for the Lebanese communities, hosting a large part of the refugee population. Let me underline that the economic crisis Lebanon is currently facing is the result of mismanagement and not linked to the presence of refugees. It's not fair to say that the crisis in Lebanon comes from the presence of refugees. Another consideration about the Lebanon resources. Despite the brain drain triggered by the crisis, Lebanon has precious human capital. Human capital is the most important capital, and Lebanon can count on it. I am looking forward to my meeting with various activists and civil society organizations, not only with the political leadership and institutions, also with activists and civil society, to listen to their take on the current situation and discuss ways of supporting their efforts. I think that Lebanon has a vibrant civil society, and thanks to this vibrant civil society and to all Lebanese who each day fight for the future of their country, thanks to that, I am convinced that there is a way out of the crisis. I wonder you will be able to translate all that in French. They are doing it simultaneously. It's okay. It's being done. Okay. I hope that we are going to understand each other in spite of the language barrier. Permettez-moi de finir en français alors. Permettez-moi de finir en français pour faire deux points.
2 points qui me paraissent importants. D'abord, les élections prévues pour l'année 2022 doivent se tenir dans les délais prévus. Ça n'aiderait pas de repousser les élections. Il faut que les élections tiennent lieu dans la date prévue. Et nous sommes prêts à envoyer une mission d'observation électorale, évidemment si nous recevons une invitation pour le faire. Mais je pense que ça aiderait beaucoup au processus électoral pour être sûr qu'il se déroule dans le respect des principes démocratiques et que les élections soient free and fair. Les autorités libanaises doivent mener l'enquête sur l'explosion dans le port de Beyrouth d'août dernier, et cette enquête doit produire des résultats. Un an plus tard, on est toujours à l'attente des résultats de l'enquête. L'enquête doit se tenir et doit produire des résultats. Finalement, je voudrais souligner le fait que je suis ici au Liban en tant qu'un ami, en tant que représentant d'un ami, l'Union européenne, qui est un ami du peuple libanais et du Liban. Et les vrais amis se disent les choses sincèrement. Si le Liban est prêt à prendre ses responsabilités, l'Union européenne fera ses parts. Nous sommes vraiment disposés à augmenter notre aide. À augmenter notre aide, et à soutenir le Liban. J'espère avoir l'occasion de pouvoir le faire. Merci. Shukran. Mais vous avez... Oui, bien sûr, bien sûr. Soyez pas inquiète. Soyez tranquille. Qui donne la parole ici? S'il y aura un plan d'aide humanitaire pour le peuple libanais qui agonise, il y a un délai et il sera à travers l'État, les institutions ou bien à travers la société civile. De un. De deux, les sanctions seront visées, les personnes, les leaders libanais qui seront visés par ces sanctions, est-ce que c'est clair? Qui ce sont ces personnages et selon quels critères? Il s'agit de 2 questions. Oui, en une. Oui. Vous pourriez en avoir fait 3 en une. Bon, écoutez, pour l'aide, je ne vais pas répéter ici la liste de ressources que l'Union européenne a déjà fournies au Liban. Mais nous sommes en train de parler de presque 1 million d'euros par jour l'année dernière. Et on a augmenté cette quantité et on serait prêt à les augmenter s'il y a un accord avec le Fonds monétaire international. On ne peut pas déclencher de macro-financial assistance, on ne peut pas déclencher l'aide budgétaire s'il n'y a pas un accord préalable avec le Fonds monétaire international. S'il n'y a pas un nouveau cabinet, ça veut dire. Il faut un accord avec le Fonds monétaire international qui peut se faire. L'actuel cabinet ne peut pas signer un accord avec le Fonds monétaire international. L'actuel cabinet ne peut pas s'engager avec le Fonds monétaire international. Il peut préparer le travail. Il doit préparer le travail de façon à que le nouveau cabinet puisse le signer. Mais il ne peut pas le signer. Il est un caretaker government. Il ne peut pas engager le gouvernement dans des questions fondamentales. Mais il peut travailler de façon que le nouveau cabinet, quand il vient, trouve la tâche déjà préparée. Il ne doit commencer le travail qu'on peut déjà le faire maintenant. À propos, vous avez demandé si l'aide va aller, l'aide budgétaire va au budget. La macro-financial assistance, c'est une macro-financial assistance to the government. Mais on a mis en place et on est prêt à développer des aides qui vont directement à la société civile. J'étais ici après l'explosion du port de Beyrouth et j'étais frappé par des gens qui nous demandaient acheminer les aides directement aux gens, acheminer les aides directement à la société civile.
Et on a fait le possible pour pouvoir le faire. Et gardez ces chiffres en tête, 1 million d'euros par jour, presque 1 million d'euros par jour, l'année dernière. Par rapport aux sanctions, écoutez, les sanctions ne font pas une politique. On souhaiterait ne pas avoir les appliquer. Ce n'est pas dans l'intérêt de nos relations. Mais la question a été posée et on en discute. On en discute, il n'y a rien décidé. Et cette visite qui tient lieu avant le Conseil des affaires étrangères qui est de lundi prochain à Luxembourg fait partie de l'effort pour voir de quelle façon on peut aider et de quelle façon on peut aller de l'avant. Les sanctions sont sur la table, on en discute, il n'y a rien décidé et j'aimerais bien qu'il ne faille pas y décider. Mais est-ce que vous êtes venu pour imposer des sanctions aux politiciens libanais qui entravent la formation du gouvernement et qui sont ces politiciens? Vous avez vu le président Hollande. Est-ce que le président Hollande est un de ces politiciens qui entravent la formation du gouvernement? Écoutez, je suis un ami et je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas venu pour mettre personne sous accusation. Je suis venu pour mieux comprendre, pour me renseigner, pour parler avec les acteurs, pour savoir quelles sont les difficultés. Et la procédure des sanctions est une procédure longue qui mérite et a besoin d'être bien renseignée pour savoir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Donc ça, c'était une visite d'un ami qui vient à savoir quelles sont les difficultés du Liban, pour comprendre quels sont les problèmes qui paraissent insurmontables jusqu'à maintenant, pour essayer de trouver une solution. Ne me voyez pas comme quelqu'un qui vient pointer du doigt, mais quelqu'un qui vient pour mieux connaître la situation, les problèmes et les solutions. Mais à quoi ça sert les sanctions pour le peuple libanais? À quoi ça sert les sanctions? Une dernière question à Marwan. Comment décrivez-vous la conduite de la classe politique libanaise et par conséquent la situation actuelle au Liban? Mais nous croyons que, comme je dis au début, qu'une partie très importante de la crise au Liban, c'était une crise auto-libanaise, une crise qui est le résultat de... Évidemment, les explosions ne sont pas la responsabilité directe de n'importe qui, mais c'est évident qu'une crise politique qui empêche la formation du gouvernement pendant 9 mois, il faut le mettre au compte des responsables politiques locaux. Ce n'est pas la météorologie, hein. C'est pas les mauvais climats, c'est pas les mauvais climats, c'est pas la guerre en Syrie, c'est pas l'Union européenne, c'est la classe politique libanaise qui est responsable. Mais écoutez, dans son ensemble. Dans son ensemble. Tout le monde dans de différentes proportions. Est-ce que vous pouvez aider le Liban à faire rentrer les réfugiés syriens dans leur pays tant qu'ils électent, tant qu'ils vivent normalement, il n'y a plus de la guerre? Comment vous pouvez aider ce peuple à revenir dans leur pays? Tout d'abord, nous devons aider le Liban à garder les réfugiés là où ils sont, au Liban. Et j'ai demandé aussi qu'on applique le principe de non-refoulement, c'est-à-dire de ne pas envoyer les réfugiés en Syrie contre sa volonté. Pour ceci, pour que les réfugiés puissent revenir dans son pays, il faut qu'ils puissent le faire en liberté et en dignité. Et tant qu'en Syrie, ces conditions-là ne seront pas remplies, on ne peut pas envoyer les réfugiés chez soi. Mais à quoi servent les sanctions? À quoi sert le président Assad? Merci. À quoi servent les sanctions pour le peuple libanais? Comment peuvent aider le peuple libanais? Écoutez, madame, demoiselle, chaque chose à son tour. Pour l'instant, les sanctions ne sont pas adoptées. Ils sont sur la table, on les étudie. Les sanctions ne sont les casse
où il serait appliqué qu'une façon d'incentiver la classe politique à trouver les solutions politiques que le Liban a besoin. Mais, j'insiste, on aimerait bien que ça puisse se faire sans avoir besoin d'y avoir recours.